Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, Carole Horry. Je suis en charge de la dynamique du mécénat en région Grand Est avec les partenaires Fondation ici présents. Nous sommes aujourd'hui heureux de vous accueillir au webinaire de lancement de l'appel à projet mécénat en faveur de la biodiversité, l'eau, climat et forêt. Ce webinaire a pour objectif donc de vous présenter le règlement de vive voix, mais surtout d'engager un premier dialogue avec les fondations ici présentes et qui étudieront et financeront potentiellement les projets sélectionnés. Quelques règles de fonctionnement. Vous pouvez poser des questions via le petit onglet questions et on aura toujours un temps qui sera consacré après chaque séquence. Sans plus attendre, je propose aux fondations de se présenter. Je passe le micro à Monsieur Léo Vibert. Bonjour à tous, Léo Vibert du programme Nature 2050. Enchanté. Du coup, le programme Nature 2050, c'est un programme d'intervention national qui vise à restaurer des écosystèmes partout en France et soutenir des porteurs de projets grâce à la mobilisation de mécènes privés. Donc, on est un intermédiaire entre d'un côté des porteurs de projets, donc potentiellement vous, et des mécènes privés. Et voilà, le programme Nature 2050 est hébergé par CDC d'université et on est ravis de rejoindre cet appel à projet aux côtés de la région et des autres mécènes. Merci Léo. Je me permets juste par rapport au son, peut-être plus se rapprocher. Je laisse la parole à Madame Dobrila Nikolic. Bonjour à tous, donc moi je suis Dobrila Nikolic, je suis responsable RSE à la Caisse d'épargne et responsable également du mécénat. Donc mon rôle c'est de développer et de piloter donc notre fonds de dotation et notre rôle surtout consiste à accompagner des associations autour d'axes à fort impact, à la fois sur des projets durables mais également sur des sujets sociétaux. Donc nous, notre fonds de dotation, il soutient des projets structurés autour de 4 axes principalement. Tout ce qui est en lien avec l'accès à l'emploi des personnes qui en sont éloignées, la solidarité pour garantir les besoins fondamentaux, l'innovation sociale, en accompagnant donc des initiatives qui apportent des réponses nouvelles aux enjeux de société, dont l'environnement fait partie, et la lutte contre toute forme d'exclusion, avec par exemple tout ce qui est en lien avec l'éducation et la jeunesse, des actions qui encouragent la réussite et l'égalité des chances, et la culture aussi pour favoriser l'inclusion. Donc notre ambition, elle est de créer un écosystème vertueux en faveur du monde associatif au service donc de l'intérêt général. Merci Dobrila. Je passe la parole à Monsieur Claude Mongard. Oui, Claude Mongard. Donc moi, je suis délégué à la Fondation du patrimoine. Alors la Fondation du patrimoine est beaucoup plus connue pour toutes ses actions sur le bâti. Et il faut savoir que depuis l'origine, quand on a été créé par législation, on nous a également doté de la mission de, je dirais, restaurer, sauvegarder tout ce qui est patrimoine, espace naturel et espace paysager. Et c'est dans ce cadre où la Fondation du patrimoine, je dirais, développe des partenariats, développe et s'associe à des porteurs de projets pour trouver les financements qui leur permettent de réaliser leurs projets. Nous sommes 3 délégations sur le Grand Est, une en Champagne-Ardenne, une en Alsace et une en Lorraine. Moi, je suis en Alsace, mais mes collègues de Lorraine et de Champagne-Ardenne sont bien sûr à votre disposition pour de plus amples renseignements. Et nous avons un merveilleux site qui permet où tous nos beaux projets, etc., sur tout ce qui est patrimoine naturel, sont répertoriés. Merci Claude. Je passe le micro à Madame Virginie Leprince. Oui, bonjour, donc Virginie Leprince. Je suis gestionnaire administrative et financière de la Fondation Biotope. Alors la Fondation Biotope, c'est une fondation d'entreprise. Son nom complet, c'est Fondation d'entreprise Biotope pour la biodiversité. Et elle a été créée par le bureau d'études Biotope. Son objectif, c'est de promouvoir la connaissance naturaliste et d'inciter des actions concrètes pour la préservation de la biodiversité. Donc, c'est une fondation qui, à la fois, reçoit des subventions publiques pour mener elle-même des projets et elle soutient aussi des projets portés par des tiers, une petite enveloppe tous les ans. Voilà. Et juste pour finir, je suis avec ma collègue Céline Leclerc-Diebold, qui est salariée de Biotope. Bonjour, merci. Et je passe le micro à Monsieur Nicolas Toffolo.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas Toffolo, je travaille au Crédit Agricole. Le Crédit Agricole, c'est une banque coopérative et mutualiste. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est dirigée par des sociétaires et que sa création de valeur, en fait, sert et est redistribuée sur les territoires. Le Crédit Agricole, vous le savez, on est organisé en caisses régionales. Nous sommes 2 aujourd'hui autour de la table, les caisses régionales les plus au nord et la plus à l'est du Grand Est. Donc, je suis accompagné de Madame Isabelle Enroadan pour la caisse régionale du Nord-Est. Et moi-même, je travaille à la caisse régionale d'Alsace et des Vosges. On est organisé en fondation d'entreprise. Donc, on structure notre mécénat autour d'axes choisis, ciblés. On fait effectivement du développement économique, du développement durable, de l'accompagnement de la ruralité, de l'insertion, de l'éducation, de la jeunesse. On fait effectivement également du patrimoine et de la culture. Et pour ce qui nous rassemble aujourd'hui, un axe fort pour nous, l'environnement. Pour nous, c'est une thématique qui est extrêmement proche de l'ADN du Crédit Agricole, naturellement, et c'est pour ça qu'on est là, qu'on s'est associé avec la région Grand Est. Merci Nicolas. Je vous propose maintenant de passer à la diapositive 2. Donc, pourquoi un appel à projet donc, en partenariat avec l'ensemble des fondations? Donc, Nicolas a déjà pu évoquer les raisons effectivement de la participation donc des caisses des crédits agricoles. Mais côté région, en fait, on a fait le constat que de nombreuses associations et acteurs publics à vocation d'intérêt général ou d'utilité publique rencontrent des difficultés lorsqu'ils ont leur projet et au dernier tour de table du côté financier, il manque souvent et parfois le dernier petit qui permet justement de finaliser, de cranter, de poser le projet. Et donc, on s'est dit, nous, région, on peut peut-être apporter un plus par rapport à ce besoin que nous avons identifié, par rapport à la proximité que nous avons avec vous, les acteurs associatifs. Et donc, sans plus tarder, je redonne la parole donc à Léo pour expliquer pourquoi aujourd'hui le Fonds Nature 2050 est aux côtés de la région. Je peux me dire, Carole, juste si le son c'est mieux maintenant? On m'entend bien? Ça va. Ok. Ça va. Donc, nous, notre objectif au Fonds Nature 2050, notre raison d'être, c'est vraiment de faciliter la mobilisation financière des acteurs privés pour la restauration de la nature. Car actuellement, les efforts de restauration, ils sont principalement portés par la puissance publique. Mais néanmoins, en aucun cas, on a l'objectif de se substituer au pouvoir public. On est vraiment dans cette idée-là de toujours fonctionner en cofinancement et en synergie avec la puissance publique. Et d'ailleurs, nous, on finance toujours des projets avec les institutions publiques. On n'est jamais seul financeur. Par exemple, je peux penser à l'Agence de l'eau qui cofinance beaucoup de projets de solutions pour les soins de la nature. Et donc, en fait, travailler avec la région Grand Est, c'est tout à fait naturel pour nous afin de renforcer les synergies entre pouvoirs publics et acteurs économiques privés, avec cette ambition commune de renforcer la résilience du Grand Est aux effets du changement climatique. Voilà. Merci Léo. Dobrila? Même question. Oui. Alors, nous, mettre en place ce partenariat avec la région, ça permet aussi de renforcer l'impact donc, de notre fonds de dotation en s'appuyant sur une dynamique territoriale solide, une expertise aussi publique en matière de transition écologique. Ce type de collaboration va surtout nous garantir une meilleure visibilité des projets, une sélection rigoureuse et cohérente avec les priorités locales, et puis toujours cet ancrage territorial fort qui est important pour nous. Donc, c'est aussi l'occasion de favoriser donc, les synergies entre les structures mécènes que nous sommes et le monde associatif. On ne connaît pas toutes les associations, tout comme les associations ne connaissent pas tous les mécènes, donc c'est important. Et l'idée, c'est de créer cet espace de rencontre autour de projets qui sont concrets, tout simplement. Donc, c'est une démarche qui est collective, qui est vertueuse et qui donne beaucoup de sens en fait aux engagements de chacun d'entre nous et qui répond aux défis environnementaux de notre territoire. Merci Dobrila. En complément de ce qui a été dit jusqu'à présent par rapport à la participation des acteurs publics, donc effectivement, la région, dans le cadre de cet appel à projet, n'intervient pas. C'est vraiment les fondations qui sont là et qui regarderont, sélectionneront les dossiers. Par contre, on peut effectivement, comme le disait Léo tout à l'heure,
autour de la table, la région peut y être sur un certain nombre de projets de par d'autres dispositifs, d'autres politiques qui émanent de la collectivité. Mais pour cet appel à projet, nous, région, on n'a pas vocation à verser de subventions. Je laisse le micro à Claude. Toujours pareil. Oui, donc, pas de souci. Donc, la Fondation du patrimoine, pourquoi elle s'associe à Grand Est? Déjà, nous avons l'habitude de travailler avec Grand Est sur le bâti. Nous avons déjà l'habitude de travailler avec Grand Est sur la biodiversité, la dynamique sur laquelle nous avons mis en œuvre un certain nombre de choses. Nous avons l'habitude de travailler avec des grands porteurs de projets, les conservatoires, les parcs, etc. Nous avons un bon maillage, je dirais, territorial, mais nous gagnons à être connus. Donc, nous voulons vraiment saisir cette opportunité de travailler à nouveau avec Grand Est pour toucher encore plus de porteurs de projets, sur des projets peut-être de moindre ampleur par rapport à ce qu'on a développé, mais qui sont tout aussi importants pour le patrimoine naturel et la biodiversité. Donc nous sommes vraiment là pour toucher le monde associatif, pour être auprès du monde associatif et faire ce qu'on réussit très bien sur le bâti, continuer à le faire sur le patrimoine naturel et la biodiversité. Merci Claude. Virginie, pourquoi Biotope, qui a son siège effectivement à Marseille, mais la collègue que vous nous avez présentée est bien en Grand Est, s'intéresse à participer à cet appel à projet? Alors, le siège n'est pas à Marseille, il est du côté de Montpellier, à 7. D'accord. Mais pourquoi? Parce que la fondation Biotope, elle a jusqu'à présent beaucoup intervenu en Outre-mer, en Afrique, en Amérique, et on aimerait mieux se faire connaître en France, et puis en particulier dans le Grand Est. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'on voudrait développer le mécénat de compétences, c'est-à-dire permettre aux salariés de l'entreprise Biotope, du bureau d'études Biotope, de faire du mécénat de compétences, c'est-à-dire de mettre à disposition leur savoir, leur expertise pour des projets d'intérêt généraux. D'intérêt général. Merci Virginie. Et pour conclure, Nicolas. Je dirais que pour nous, l'environnement, et c'est vrai, je l'ai spoilé en introduction, c'est au cœur de nos préoccupations, c'est au cœur de notre ADN. Aujourd'hui, le groupe Crédit Agricole tout entier est mobilisé sur la question des transitions et de l'impact des banques finalement sur l'environnement. C'est un sujet qui est passionnant quand on voit effectivement à quel point les choses bougent et à quel point elles bougent vite. C'est tellement dans notre ADN que ça ne date pas d'hier non plus. Côté mécénat, ça fait 40 ans que ça existe, ça fait 40 ans que la Fondation nationale Pays de France du Crédit Agricole œuvre pour les territoires ruraux, pour accompagner les agriculteurs. Et en région, ça se décline naturellement, donc avec des axes d'intervention autour de l'environnement, du développement durable, de l'économie circulaire, mais aussi avec des thématiques propres à chaque secteur qu'on a identifié. Pour ma part, en Alsace-Vosges, on s'est évidemment, avec notre massif vosgien, on s'est naturellement intéressé à la thématique forêt, au plus proche des préoccupations de nos sociétaires qui sont des agriculteurs, de la préoccupation autour de la gestion de l'eau. C'est autant de sujets sur lesquels aujourd'hui on ne peut pas être absent. Au contraire, on veut développer notre soutien et par conséquent accompagner les projets qui seraient innovants sur ces thématiques-là. Merci Nicolas. Alors maintenant, les profils. Quels sont effectivement les personnes ou les porteurs de projets qui peuvent prétendre à cet appel à projet? Donc, c'est les associations d'intérêt général et ou d'utilité publique, les collectivités publiques, donc communes, EPCI et syndicats mixtes. Le rôle de la région Grand Est dans cet appel à projet, donc vous l'aurez déjà compris, je pense que nous, l'objectif, c'est d'être avant tout un mobilisateur du réseau d'acteurs que nous avons de par nos différentes compétences. C'est aussi d'être un facilitateur, de pouvoir mettre en relation justement des porteurs de projets dont nous avons des connaissances, qui ont des projets, des difficultés ou un besoin encore de finaliser le tour de table financier, de les mettre en relation
avec des fondations, avec des entreprises, des mécènes qui sont justement très enclins à accompagner ce type de projet, donc en faveur de la biodiversité, l'eau, climat et forêt. Donc, c'est vraiment de créer un lien, c'est vraiment de créer une dynamique d'approchement entre les porteurs de projets et les mécènes. Donc, nous, notre rôle, c'est une mise en lien et être un facilitateur. Bien évidemment, nous sommes un intermédiaire désintéressé, comme je le disais au préalable, entre le mécène et le porteur de projet. À un moment donné, quand la relation est faite, la région Grand Est se retire et aucune décision n'est donnée de par la région Grand Est. Et donc, je le souligne à nouveau, la région n'est pas amenée à verser une subvention au titre de cet appel à projet. Là, vous avez donc l'ensemble des fondations partenaires qui vont très vite maintenant amener un discours de présentation sur quoi, qu'est-ce qui les intéresse, quel type de projet. Mais je vois que nous avons une question. Tout à fait, Carole. Alors, est-ce que tu veux que je te la lise? Tu la vois? Vas-y, oui, je la vois. Et donc, c'est une personne qui nous demande, étant donné que le financement du fonctionnement est le principal besoin non couvert des associations, est-il possible d'intégrer une part de ces coûts dans les projets soutenus par le mécénat? On aura une réponse, je pense, d'ici quelques minutes, donc on ne va pas tout de suite apporter une réponse. Alors, une autre question. Les associations d'intérêt général doivent-elles être reconnues comme telles par un rescrit fiscal? Donc, je vais apporter la réponse, mais n'hésitez pas, les fondations, vous qui êtes experts en la matière, de compléter. Oui, effectivement, lorsque vous êtes d'intérêt général, en règle générale, il faut présenter un rescrit fiscal à la fondation ou au mécène pour pouvoir bien, je dirais, passer le message comme quoi, par rapport à une potentielle réduction ou déduction fiscale, vous avez la possibilité, le mécène a possibilité de vous faire un don. Est-ce qu'une des fondations veut compléter la réponse? Je peux, s'il faut, c'est Claude Mongard. Donc la Fondation du patrimoine, bien sûr, elle a l'habitude de travailler les rescrits, etc. Donc que vous soyez association, PCI ou tout, vous n'avez pas nécessité pour pouvoir candidater à cet appel à projet pour la Fondation du patrimoine à être d'intérêt général ou avoir un rescrit fiscal. Au contraire, c'est bien nous qui ferons toutes les formalités pour récupérer les fonds, les dons, et vous les retransmettre après pour réaliser le projet. Merci Claude pour la précision. Il y a une autre question où je laisse les fondations répondre. C'est est-ce qu'un parc national peut-il être un porteur de projet? Un parc national de forêt? Je peux répondre encore une fois parce que dans le cadre de Live Biodivest, on a un gros programme qui s'appelle les îlots de libre évolution pour lequel on travaille justement avec les différents parcs, les parcs naturels régionaux et en particulier le parc qui pose la question. Donc ça marche très bien pour ces projets et on le fait couramment, je dirais, sur ces thèmes-là. Merci Claude pour les précisions. Donc sans plus attendre, on va compléter le dialogue donc, avec les fondations. Donc première question à l'ensemble des fondations. Donc pour vous, quel est le rôle que vous allez apporter à cet appel à projet et plus précisément, quel type de projet, dans le cadre de cet appel à projet, vous souhaitez soutenir, quel type de projet vous intéresse et n'hésitez pas à donner des exemples concrets. C'est peut-être parfois plus parlant que des explications. Donc, je repasse le micro à Léo Hibert. Oui, alors notre rôle, il est assez clair, hein, c'est de soutenir un maximum de porteurs de projets, donc de projets de solutions fournissant la nature, vraiment avec cette idée d'adaptation au changement climatique. Nous, c'est vraiment ce qu'on recherche. Et en fait, nous, lorsqu'on soutient des projets, ils peuvent être vraiment très différents. Ça va du reméandrage de cours d'eau à la restauration de zones humides, à la plantation de haies ou à la restauration de biodiversité en ville. Donc, on peut vraiment intervenir sur l'ensemble des écosystèmes et des contextes, puisque en tout, on a 5 cibles d'action.
Donc il y a aussi une cible d'action marin et côtier qui nous concerne moins en Grand Est, mais c'est pour vous dire que voilà, on peut vraiment intervenir sur tous les types d'écosystèmes. Et néanmoins, donc j'insiste sur le fait qu'on finance uniquement la partie travaux de ces projets. Donc c'est pour répondre notamment à la question qui a été posée sur les frais de fonctionnement. Malheureusement, on ne va pas pouvoir rentrer dedans. Donc je sais que ce qui est souvent le plus difficile pour les associations, mais nous, on rentre vraiment sur la partie travaux des projets de solutions fondés sur la nature, c'est-à-dire par exemple la désimperméabilisation, l'implantation, le reméandrage de cours d'eau, mais voilà, on n'intervient pas sur l'entretien de ces projets ou les frais de fonctionnement. Et je peux peut-être, du coup, pour donner un exemple, vous parler rapidement du projet du Brévent, qui est dans l'Aube, où en fait on est venu redonner à un massif forestier situé en tête de bassin versant sa fonction d'éponge afin de conserver l'eau sur place. Et en fait, ça permet plusieurs co-bénéfices, notamment de renforcer la résilience de la forêt au phénomène de sécheresse, mais aussi renforcer la biodiversité sur place et par ailleurs limiter les problématiques d'inondation en aval. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on recherche, nous, généralement, dans le projet qu'on finance, c'est d'avoir l'éco-bénéfice pour la biodiversité, pour l'adaptation au changement climatique et aussi, par ailleurs, limiter des risques de catastrophes naturelles, tout en renforçant, voilà, du coup, la résilience des territoires. Et pour ce projet-là, en tout cas, les travaux qu'on a mis en place, c'était reméandrer le cours d'eau, neutraliser plus de 550 km de fossés drainants, et on a aussi créé des mares forestières. Et en plus, on a également retravaillé plusieurs ouvrages hydrauliques qui étaient sur le massif forestier. Donc voilà, ça vous donne un exemple du type de projet qu'on peut soutenir. Mais encore une fois, on a 5 cibles d'action, donc on peut vraiment aller sur tous les types d'écosystèmes tant qu'on est sur un projet qui est là pour accélérer, renforcer la résilience par rapport aux effets du changement climatique. Merci Léo. Il y a une question pour toi. Les travaux peuvent être faits par le personnel en interne. Même dans ce cas, les frais de fonctionnement ne sont pas pris en compte? Alors, si on est sur des travaux qui sont directement liés au projet, enfin des frais de fonctionnement du coup directement liés au projet pour faire les travaux, là, ça devient éligible, effectivement. Merci Léo. Je passe le micro à Dobrila. Alors nous, effectivement, hein, oui, c'est un peu comme nous, on s'est lancé très récemment en fait sur les dossiers, les projets en lien avec la biodiversité et l'environnement. Donc l'objectif, c'est vraiment d'accompagner des structures et dans l'investissement également en fait. Donc on sera également sur tout ce qui est travaux d'aménagement. Alors ça peut aller sur plein de sujets, donc des achats de plants, des clôtures, des restaurations de mares, des créations de haies, des installations de structures favorables à la biodiversité, tout ce qui peut être en lien aussi avec la pédagogie. Par exemple, là, on est en train de regarder pour accompagner le musée de la Cour d'Or, en fait, qui est en train de monter le pavillon de la biodiversité, justement pour permettre à un maximum de personnes d'acquérir, on va dire, et de les sensibiliser sur ces sujets-là. Donc voilà, quoi. Donc nous, on est plutôt récents sur ces sujets-là, mais ouverts à toute proposition et notamment, comme dit en fait, sur la partie investissement. Merci Dobrila. Monsieur Mongard, Claude? Nous, dans le cadre de l'accompagnement de l'appel à projet, notre rôle, ça sera effectivement d'analyser les projets qui seront montés par rapport aux exigences que je vais définir derrière, en particulier les domaines qui nous concernent, et de les orienter vers déjà une des trois délégations qui est sur Grand Est. Après, comme dit précédemment, on est toujours en aide à l'appui au montage du dossier et du financement de ce dossier, avec en particulier la recherche de mécènes. On a des mécènes nationaux, mais on a des mécènes locaux. On délivre tout ce qui a trait, je dirais, aux rescrits fiscaux, c'est-à-dire lorsqu'il y a des dons ou des mécénats, on fait toute la publicité auprès des donateurs pour pouvoir récupérer des fonds. Alors, quels sont les domaines qui sont couverts par la Fondation du patrimoine sur le patrimoine naturel? On a vraiment tout ce qui a trait à la nature aménagée et donc à la biodiversité, parce qu'on a toujours un côté biodiversité. Et quand on dit nature aménagée, ça peut être des parcs et jardins, ça peut être des arboretums, ça peut être des sentiers, ça peut être de la renaturation auprès du bâti. Mais ça peut être également des restaurations de milieux naturels sur des ouvrages liés à l'eau, que ce soit des reméandrages
de rivières, bien sûr, hein, qui sont en vue de bien renaturer et de développer la faune, la flore de ces cours d'eau, mais également des moulins ou des canaux. Après, on est beaucoup aussi sur tout ce qui est espace naturel et habitat d'espèces, rares et menacés, végétal et animal, sur des espaces classés, essentiellement, qui soient SNIEF, etc., Natura 2000. On finance bien sûr tous les travaux, y compris les travaux qui sont réalisés par l'association au monde associatif. On finance également, dans certains cas, bien sûr, ce qu'on vise, c'est quand on a des entreprises d'insertion, c'est vraiment des éléments plus que l'on a dans notre programme. Quelques exemples que l'on a financés, ça peut être un écuroduc entre deux parcs du côté de Guebwiller, ça peut être la restauration d'une tourbière, et très récemment, on est en train de travailler et on vient de doter le lac de Crue de Wildenstein d'une dotation de 45 000 € pour réaménager la zone amont et le milieu humide de la zone amont sur lequel il y a énormément de crapauds. Donc voilà des exemples. Nous ne finançons pas par principe des frais de fonctionnement, hormis les frais qui sont liés aux travaux. Nous finançons des études quand elles sont suivies de travaux. Donc tout ça, c'est vraiment des choses qui sont explicitées dans nos guides projets qui sont accessibles sur le site de la Fondation. Merci. Merci Claude. Je laisse la parole à Virginie. Alors, la Fondation Biotope, elle finance des projets d'acquisition de la connaissance naturaliste. Nous, on considère qu'avant l'action, il faut connaître les espèces, pouvoir les nommer, et c'est les démarches préalables à des actions de conservation ou de protection. Donc, ce sont des projets d'identification des espèces dans un milieu, d'études de comportement d'une espèce pour mieux la protéger. Ça peut être la recherche de projets rares. L'exemple que je peux vous citer, c'est une association de spéléologues qui a reçu un soutien de la Fondation pour mener un projet sur les troglodytes des Pyrénées. Donc les troglodytes, ce sont des escargots qui ne vivent pas à l'espace libre, qui vivent sous terre. Et donc cette association mène des expéditions spéléologues pour aller trouver ces escargots, pour faire des études génétiques, s'ils en trouvent à l'état vivant, pour mieux connaître leur localisation. Et c'est dans le but d'acquérir de la connaissance nouvelle ou de la connaissance naturaliste qui, on espère, aboutira à la rédaction d'un cahier de la Fondation, c'est-à-dire un document qui est disponible en ligne sur le site de la Fondation et qui permet de concrétiser et valoriser les soutiens financiers qu'on accorde. Le deuxième type de projet, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est du mécénat de compétences, c'est-à-dire que la Fondation, avec le Bureau d'études Biotope, peuvent mettre à disposition des experts naturalistes. Donc, c'est dans des projets d'acquisition d'une meilleure connaissance d'un patrimoine naturel ou la recherche d'espèces rares. C'est un peu comme les soutiens financiers, mais c'est à l'aide d'un expert qu'on met à disposition. Un exemple de mécénat de compétences qu'on a fait il y a 2 ans, c'était un inventaire sur l'île de Noirmoutier. Donc, on a des experts naturalistes qui sont allés faire un inventaire floristique et faunistique sur un espace de l'île de Noirmoutier, dans l'objectif de connaître les espèces qui sont présentes, de pouvoir les caractériser et aussi de connaître les espèces exotiques et de pouvoir trouver des solutions pour limiter leur développement. Voilà, donc c'est vraiment le terme de la Fondation, c'est la connaissance naturaliste. La Fondation Merci. Merci Virginie, je me permets, il y a une question, vous avez déjà apporté une réponse, mais je me permets quand même de la poser si votre collègue veut apporter des précisions. Pour la Fondation Biotope, vous avez parlé de mécénat de compétences. Quelles compétences seraient mises à disposition des porteurs de projets dans le cadre de cet appel à projet? C'est des compétences naturalistes, c'est-à-dire l'expertise d'un ornithologue, d'un expert, un chiroptologue, enfin des experts vraiment sur l'identification des espèces. Ça peut être un expert botanique dans toutes les espèces, en fait. Merci pour les précisions. Nicolas, à ton tour, pour nous dire, pour les caisses du Crédit Agricole, quel type de projet, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous regardez en priorité?
Alors, ce qui nous intéresse, en tout cas ce sur quoi je sais que Isabelle et moi nous rejoignons, c'est l'aspect concret des projets. Il faut que ce soit des projets qui aient un impact réel, qui soient mesurables et si possible mesurés. Il faut qu'il y ait une histoire à raconter. En fait, très concrètement, je dirais même plus, il faut qu'il y ait quelque chose à voir. Je peux vous raconter un exemple d'un projet qui a très très bien marché. C'était un groupe d'ingénieurs qui ont créé une serre en permaculture et aquaponie. Alors ça, c'était déjà pas mal, mais en plus, une serre qu'ils ont entièrement bardée de capteurs pour identifier finalement quelles étaient les méthodes les plus résilientes. Et cette serre, elle a été construite pas n'importe où, mais dans un collège qui en plus accueille des classes Ulysse, donc c'est des classes de jeunes en situation de handicap, et le corps enseignant s'est saisi en fait de cette serre pour faire en fait de l'application des domaines d'enseignement, donc des maths, de la science, etc. Donc autant vous dire qu'on cochait toutes les cases. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'était extrêmement transversal, extrêmement concret. Il y avait effectivement quelque chose à montrer, quelque chose à aller voir. Je vais peut-être aussi parler plus pour moi-même et si besoin, Isabelle. On a perdu la connexion. Complétera. On considère tout à fait que les assos méritent d'être soutenus de par le simple fait de leur existence et qu'on ne peut pas tous les ans avoir des projets. Donc si effectivement il y a une association dans son fonctionnement normal qui a un impact sur le territoire, bah, bienvenue. S'il y a des choses aussi peut-être que j'apprécie particulièrement, c'est en fait, pour éviter de le paraphraser, c'est tout ce qu'a dit Claude Monga de la Fondation du patrimoine. C'est d'ailleurs pour ça qu'on collabore également par ailleurs avec la Fondation du patrimoine sur la thématique patrimoine naturel. Je peux éventuellement ajouter, en tout cas pour ma part aussi, les choses qui ne rentreront pas forcément dans mon périmètre, mais c'est là que justement on voit que tous les partenaires autour de la table sont complémentaires. Moi, pour le coup, tout ce qui est de la recherche fondamentale, ce n'est pas forcément la tasse de thé. Je prends de l'expérimentation, pourquoi pas, je prends de l'innovation, mais de la recherche pure, ça sera moins mon domaine d'intervention principal. Donc effectivement, Charles, c'est pour ça qu'on est nombreux autour de la table. Merci Nicolas. Je profite de garder le micro et de continuer à te poser une question complémentaire. Pour vous, qu'est-ce qui est important dans un projet ? À quoi, si tu as un message à faire passer à toutes les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu regardes en priorité dans un projet ? Qu'est-ce qui est important de se prendre le temps dans le dossier à renseigner ? Alors, je dirais prendre le temps d'abord d'être concis. C'est le fait de pitcher un projet, c'est comme la culture, c'est pas la peine de l'étaler pour que ça soit efficace. Donc effectivement, un dossier bien construit, c'est aussi un dossier qui est concis. Pour ma part, effectivement, des points de mesure qui soient actuels ou futurs, mais il faut qu'on sache vers quoi on se dirige, et ça, effectivement, il faut à un moment donné des indicateurs qui puissent être observés dans le temps. Ce que je regarde aussi, c'est la durabilité. Est-ce qu'on n'est que sur quelque chose qui aura un impact à un instant T, ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui aura peut-être des conséquences à long terme ? Un point que j'aime regarder aussi, c'est la capacité d'essaimage. C'est-à-dire, est-ce que le projet, s'il pouvait être développé ailleurs, sur d'autres territoires, est-ce que ça ferait sens ? Voir aussi parfois, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, nous avons accompagné un projet qui est sur le traitement des biodéchets. La question des biodéchets, c'est une question qui peut concerner énormément d'écosystèmes, un écosystème d'associations, un écosystème d'entreprises, un écosystème d'acteurs publics. Et donc ça, je trouve que c'est une capacité d'essaimage ou de développement qui est extrêmement, extrêmement importante. Voilà 3 critères qui, pour moi, sur des dossiers font la différence, en plus de ce que j'ai dit précédemment. Merci Nicolas pour les précisions. La même question pour Virginie. Quand vous regardez un dossier, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux personnes qui nous écoutent ? Qu'est-ce qui est important à renseigner ?
à donner comme information. Ce qui est important, c'est la dimension naturaliste, c'est connaître les espèces. C'est à un niveau professionnel scientifique, pardon, ce n'est pas un niveau de vulgarisation de la connaissance à un jeune public. Donc c'est de la connaissance naturaliste. Si en plus, le petit plus, c'est de la connaissance nouvelle, si ça apporte quelque chose de nouveau qui n'est pas connu, c'est encore un plus par rapport à au dossier. Et encore un plus si, comme je le disais tout à l'heure, si ça aboutit à une connaissance qu'on peut publier dans un cahier, un carnet de la fondation, qu'on assiste aussi pour cette publication. Voilà, c'est ce qu'on vise comme projet à financer. Alors, sur les critères de financement, ce qui est important aussi, c'est qu'on ne finance pas de frais de personnel, on ne finance pas de prestations de bureaux d'études, on vise plutôt des frais de déplacement, l'acquisition de matériel d'observation, et les projets où on a un engagement bénévole fort sont favorisés. Voilà. Effectivement, parce que vous avez, quelque part, vous intervenez sur deux façons, donc le mécénat financier, et le mécénat de compétences. Donc, vous avez en fait ces deux volets-là, d'où votre participation à l'acquisition de matériel ou autre. Merci Virginie. Je passe le micro à Claude. Toujours la même question. Qu'est-ce que vous regardez, Fondation de patrimoine, en termes de dossiers? Qu'est-ce qui est important? Où est-ce qu'il faut mettre l'accent au niveau des dossiers pour vous? Déjà, la Fondation du patrimoine est beaucoup sur la transmission. Donc, ce qui est important, c'est de bien mesurer la pérennité des projets. C'est-à-dire, il ne faut pas planter des haies puis les laisser pousser n'importe comment, ne plus laisser. C'est ce qu'on a constaté beaucoup. Donc, c'est vraiment tout ce qui a trait à la pérennité, la durabilité et les plans de gestion ou les plans de gestion qui sont liés justement à cet espace naturel ou à ce jardin qui sera aménagé. Le point important également, c'est le diagnostic initial. On en a parlé plusieurs fois. Et ce qu'on va regarder, c'est le sérieux de ce diagnostic. Et c'est bien pour cela qu'on a développé des partenariats avec les conservatoires d'espaces naturels, avec les parcs, qui eux ont également, ou avec d'autres naturalistes, des compétences, avec la GEPMA, etc., qui sont capables de venir appuyer des petites collectivités qui n'ont pas forcément les potentialités pour faire, ou les capacités pour faire ces diagnostics. Donc c'est vraiment un point, cette mesure, ce diagnostic et l'impact que va avoir le projet, sur lequel on a développé des indicateurs qui nous permettent de suivre l'impact dans les temps qui viennent, qu'on va regarder. Et le dernier point, c'est vraiment tout l'aspect pédagogique, c'est-à-dire que la transmission, c'est aussi la transmission aux jeunes, c'est des circuits pédagogiques, c'est toutes des choses qu'on va pouvoir, nous aussi, ou des séances pédagogiques. Je prends l'exemple, on va réouvrir un puits de mine sur lequel il y avait des grands murats avec le GEPMA du côté de l'Ottenbach. On a prévu avec la commune, par exemple, de faire des animations d'école avec des grands spécialistes du Grand Murat qui sont dans les parcs et qui nous permettront justement peut-être démystifier un peu la chauve-souris auprès des enfants. Voilà. Il y a tout un tas d'exemples. C'est tous ces liants qui sont très complémentaires qui nous permettent de choisir ces beaux projets. Merci Claude pour les précisions. Dobrila, pour la caisse d'épargne, qu'est-ce qui est important? Tout vient d'être dit. Je vais quand même. L'objectif, effectivement, pour nous, c'est que le projet soit clair, qu'il réponde forcément aux critères d'éligibilité de notre fonds, en fait, qu'il génère un impact positif sur notre territoire. Que le projet soit bien entendu pérenne, ça c'est important. Il faut qu'il y ait un réel engagement de la part de la structure. Voilà, si on finance un projet, c'est aussi parce que derrière, il y a aussi en fait tout ce qui est en lien avec Attention au micro, Dobrila. Vous m'entendez? Voilà, super, merci. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Donc, voilà, il faut vraiment que le modèle économique soit viable, donc, et que effectivement le projet soit pérenne, quoi. Je rejoins également mes collègues qui viennent de s'exprimer, donc c'est toute cette globalité-là. Voilà. Merci Dobrila. Léo, pour Fonds Nature 2050, qu'est-ce que vous regardez en priorité? Qu'est-ce qui est important?
Alors nous, déjà, ce qui va être assez simple pour vous, c'est qu'on a des critères d'éligibilité qui sont très bien définis et assez clairs sur le site de CDC Biodiversité, donc vous pouvez avoir accès à ça et bien regarder nos différents critères. Donc je m'inscris encore une fois dans la continuité de tout ce qui vient d'être dit. L'impact du projet et la pérennité de ce dernier sont vraiment deux éléments fondamentaux pour nous, notamment parce que nous, on s'appelle le Fonds Nature 2050, parce qu'on va suivre les projets avec des indicateurs et un suivi écologique jusqu'en 2050. Donc sécuriser le foncier du projet et le fait que ce projet soit pérenne à minima jusqu'en 2050, c'est fondamental pour nous et ça rentre dans le conventionnement qu'on va faire avec vous dans tous les cas. Derrière, on a d'autres choses qui sont très importantes pour nous, donc je vais très rapidement là-dessus, mais voilà, avoir obtenu des cofinancements publics, c'est aussi important. Encore une fois, on n'est jamais seul cofinanceur. Adresser de manière complémentaire les enjeux biodiversité, climat et apport pour le territoire, ça c'est aussi très important. Penser également du coup à une démarche de suivi et d'évaluation, même si bien évidemment on vous accompagne là-dessus pour notre démarche jusqu'en 2050. Bien sûr, se concentrer exclusivement sur la partie travaux, mais ça on l'a déjà dit. Avoir aussi également un ancrage local avec différents partenaires et soutiens locaux pour le projet, ça c'est aussi quelque chose qui est vraiment valorisable. Et aussi, je dirais peut-être expliquer dans quelle mesure est-ce que le projet s'intègre dans un ensemble plus important, que ce soit en termes de continuité écologique ou peut-être d'autres projets que vous pourriez mener par ailleurs. Et voilà, que ce n'est pas juste un projet, entre guillemets, tout seul dans son coin, mais que ça s'inscrit vraiment dans une démarche et une réflexion globale plus importante. Voilà, très rapidement, les éléments qui sont importants pour nous. Merci Léo. On a un certain nombre de questions. Je vous propose de prendre quelques minutes pour répondre aux questions. Alors, une première question. Quel est le délai entre la décision et la réalisation du projet? Pour les gros projets, est-ce possible d'étaler les travaux sur plusieurs années? Donc, je vous propose de répondre peut-être à la deuxième question par rapport aux gros projets. Est-ce qu'il est possible d'étaler les travaux sur plusieurs années, étant donné qu'on va après apporter les réponses par rapport au délai entre la décision et la réalisation. Donc, pour les gros projets, est-ce qu'il est possible d'étaler les travaux sur plusieurs années? Je réponds. Forcément, souvent, on a des projets sur des espaces naturels où on ne peut pas intervenir n'importe quand, pour des raisons d'humidification, etc. Quand on réouvre une tourbière, moi j'ai l'exemple d'une tourbière dans la vallée de Saint-Amarin, où on a programmé des travaux sur 3 ans. Donc, quand on table et on suit un projet et qu'on va financer un projet, il est possible, tout à fait possible, en tous les cas, avec la Fondation du patrimoine, il est tout à fait possible de le faire sur plusieurs années. Et tous les programmes, tous les travaux sur les espaces naturels, c'est forcément et souvent sur plusieurs années. Parce que souvent, il y a également du suivi derrière, il y a des choses à vérifier, que tout ce qu'on a fait soit réalisé correctement. Merci Claude. Est-ce que pour les fondations qui sont partenaires, est-ce que ce n'est pas possible de prévoir effectivement un projet sur plusieurs années? Est-ce que dans une des fondations, la stratégie de financement ou d'intervention ne le permet pas? Donc, je pense que la réponse est identique à l'ensemble des fondations. Donc oui, c'est possible d'avoir un projet de grande ampleur sur plusieurs années. Une nouvelle question pour Biotop. Une mise à disposition de compétences pour faire un inventaire rhopalocère sur le PNR Lorraine, pour refaire ce qui a été fait avec Biotop avec nous en 2009. Est-ce que c'est possible de réitérer la démarche? Je ne sais pas si Céline, tu veux répondre. Moi, je dirais que tout est possible. Après, il faut étudier le dossier, le pourquoi. Voilà. Donc, j'apporterai comme réponse au monsieur qui nous a écrit déposer un projet, expliquer bien le projet, et puis les équipes de Biotop vous répondront, regarderont effectivement si c'est possible. Toujours pour la Fondation Biotop, est-ce que le mécénat de compétences peut porter sur du suivi post-travaux, notamment dans le cadre de reméandrage de cours d'eau ou de restauration de zones humides? Alors, c'est des choses qu'on n'a pas fait jusqu'à présent.
c'est pareil, je préfère pas me positionner ni oui ni non. Autant, alors après, c'est possible de discuter préalablement avant le dépôt d'un dossier pour pouvoir échanger, pour pouvoir voir quelles sont les orientations. Moi, après, je relais aussi avec mon conseil d'administration pour voir si ça les intéresse, mais je veux pas mettre le mécénat de compétences, c'est quelque chose qu'on veut développer, donc c'est un peu nouveau aussi pour nous. Merci pour les précisions. Une question à l'ensemble des fondations. Est-ce que des porteurs des projets autour de la sensibilisation de la qualité de l'air et ou des polluants intérieurs, type perturbateurs endocriniens, pourraient intéresser un des mécènes? Donc la sensibilisation de la qualité de l'air. Je veux bien répondre parce que là, il y a effectivement des questions assez similaires sur les projets autour de la sensibilisation. Je vais parler pour moi exclusivement, bien sûr. La sensibilisation, c'est des projets dont l'impact est assez difficilement mesurable. On peut difficilement être sûr de la façon dont ça va effectivement, on va dire, changer et faire progresser les enjeux autour de l'environnement. C'est vrai que c'est un sujet qui est important, mais aujourd'hui, les projets de sensibilisation, et j'en ai vu un autre autour de l'animation, etc., c'est éloigné de ce que j'attends de cet appel à projet environnement biodiversité. Donc, pour moi, effectivement, c'est des projets sur lesquels je ferai plutôt l'impasse. Merci Nicolas. Est-ce que d'autres fondations partenaires souhaitent apporter une réponse? Parce qu'effectivement, il y a plusieurs questions. Est-ce que les actions d'animation, de sensibilisation, de montée en compétences, est-ce que ces actions-là peuvent être éligibles à l'appel à projet? Nous concernant, oui, complètement. Ça rentre complètement dans un de nos axes au niveau de la sensibilisation sur ces sujets-là. Donc, c'était la caisse d'épargne. Oui. Oui, c'était la caisse d'épargne. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre complément, Claude ou Léo? Moi, je dirais simplement une action de sensibilisation, sur les termes. Vous avez bien compris que le terme de la sensibilité à tel ou tel polluant, ce n'est pas dans le scope de ce que l'on suit. Par contre, d'une manière plus globale, une action de sensibilisation, oui, mais quand elle s'accompagne, elle accompagne des travaux sur un site donné pour sensibiliser à telle ou telle biodiversité, à telle ou telle chose, des circuits pédagogiques, oui. Mais dans ce sens-là, lié à des espaces naturels ou à du patrimoine particulier. Voilà. Et j'en profite, c'est exactement pareil pour le Fonds Nature 2050. Si il y a de la sensibilisation à faire autour du projet qui a été réalisé, on peut aussi participer au financement de ce genre de choses, mais c'est vraiment lié au projet et donc du coup des actions de renaturation. Merci. Une nouvelle question, c'est plutôt autour d'un centre de soins pour animaux sauvages contribuant à la préservation du patrimoine naturel vivant du territoire. Est-ce que le financement de son fonctionnement ne pourrait-il pas être reconnu comme un projet à part entière? Je pense que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Alors effectivement, alors non, ça ne sera pas du mécénat de projet. La question de fond, c'est effectivement quels sont les mécènes qui financent ou pas du mécénat de fonctionnement. Moi, c'est mon cas. Peut-être que d'autres peuvent se manifester autour de la table. Pour moi, c'est bon. On va dire, pour ceux pour qui ce n'est pas bon, lève la main ou prends le micro. Ça va peut-être être plus simple. Ce n'est pas bon. Donc, ce n'est pas bon pour Fondation du patrimoine, Biotop, Fonds Nature 2050 et la Caisse d'épargne du Grand Est Europe. À la question que je vais poser, je vais apporter la réponse. Il y a pas mal, effectivement, de différences d'éligibilité du type de dépenses et de projets en fonction des partenaires.
c'est vrai, mais c'est justement l'objet de cet appel à projet, c'est de pouvoir apporter multitude de réponses et laisser la chance à tout type de projet de trouver un financeur privé. Pour plus de détails, donc là, nous avons engagé, je dirais, un premier entretien, un premier dialogue entre nous. Mais pour plus de précision, je vous invite à prendre connaissance du règlement et surtout les annexes du règlement, où effectivement chaque fondation a donné ses critères propres. Et vous avez également les contacts de chaque personne, donc les personnes qui sont là autour du micro. Au niveau du règlement, vous avez leurs contacts. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact en direct avec ces personnes si vous avez vraiment des questions bien précises. Mais je le redirai, mais je le dis déjà maintenant, l'objectif, c'est qu'il y ait une et une seule adresse pour toute question, c'est mécénat@grandest.fr. Allez, une dernière question. Je constate que vous donnez de nombreux exemples de participation financière à différents beaux projets. Pour ma part, je souhaite simplement savoir si vous avez déjà soutenu ou financé des initiatives visant à limiter la prolifération de la cyanobactérie. Merci. Je vous propose d'apporter la réponse par retour de mail à la personne qui nous a posé la question. Et une dernière, est-ce qu'une mesure destinée à ne pas faire, comme par exemple la libre évolution des forêts, est éligible à cet appel à projet? Oui, pour moi, oui. En fait, il y a les actions générales, il y a, à mon sens, les actions régénératives et les actions de protection, en fait, oui, en un sens préventive, mais oui, faire ou action dans la promotion de ne pas faire, ça marche aussi pour moi. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Je peux peut-être compléter sur cet aspect des choses. Bon, bien sûr, on a un projet déjà qui existe sur le sujet. Le but, c'est effectivement, quand on n'exploite plus de forêt, c'est d'arriver à compenser en fait la perte d'exploitation du bois. Donc tout ça, il y a une grande démarche qui existe déjà au niveau de Grand Est, sur lequel il y a un appel à projet qui a été étendu ou qui va être étendu très spécifique à ces îlots de révolution. Autant l'utiliser aussi, quoi. Sur cette réponse-là, s'il y a quelque chose qui existe, bon, ça n'empêche qu'on peut faire le lien entre les deux, hein, bien sûr, si on a un projet qui rentre. Et on le fera, on n'hésitera pas. Pardon. Allez, je continue. Il y a 2 questions, donc on se prend le temps d'en prendre connaissance. Est-ce que, en termes de communication, c'est souvent un point oublié. Pourtant, nous avons des besoins d'accompagnement dans ce domaine. Ce serait une option envisageable pour un partenaire de financer donc du mécénat de compétences en termes de communication. Je pense que dans le cadre des fondations qui sont autour de cet appel à projet, l'objectif, ce n'est pas d'apporter du mécénat de compétences pour la communication. Mais effectivement, à cette personne qui a posé la question, je l'invite d'aller rencontrer des agences de communication qui sont en proximité de votre site et de poser la question, parce qu'on retrouve, il y a certaines agences de communication qui, justement, pour certains projets, mettent à disposition leurs collaborateurs, leurs collègues, pour pouvoir apporter une compétence en matière de communication. Donc, cet appel à projet ici, on n'est pas sur ce type de mécénat de compétences. Et la dernière question pour cette séquence-là, est-ce qu'il est possible de compléter un financement Je recommence. Est-ce qu'il est possible de compléter financièrement un projet
trame verte et bleue entre une collectivité et une association environnement en phase de démarrage. C'est-à-dire, il y a déjà une collectivité et il y a un projet donc, de trame verte et bleue. Est-ce que vous, partenaires, vous pouvez compléter ce financement? Fondation du patrimoine, oui. C'est un des critères, les trames vertes et bleues, sur lesquels on travaille avec les collectivités déjà au jour d'aujourd'hui. Pourquoi pas? Idem pour le Fonds Nature 2050, l'une de nos cibles d'action, c'est les continuités écologiques. Donc ça rentre bien dans le critère d'intervention. Effectivement, c'est vrai que les continuités écologiques, ça se regarde. Il y a quelques points d'attention à voir. Il faut creuser. Dobrila, tu veux apporter un complément? D'accord, merci. Je vous propose, donc merci vraiment de toutes ces explications et merci de toutes ces questions. On voit bien qu'il y a un certain nombre de projets, d'interrogations et que c'est très important de créer justement, mais je pense que vous allez le redire, de créer cette proximité, ce dialogue entre mécènes, fondations et porteurs de projets pour que, in fine, effectivement, lorsque vous déposez le projet, il soit le plus adapté et cohérent et en phase par rapport aux politiques de financement. Je vous propose de passer à la diapositive suivante, qui est sur quel type de mécénat. Donc, on l'a déjà largement, je dirais, abordé. Donc, cet appel à projet intervient sur du mécénat financier et sur du mécénat de compétences en ce qui concerne Biotop. En termes de financement, c'est des tickets, donc c'est des fonds allant de 3 000 jusqu'à 20 000 euros. Et dans certains cas, ça a été dit, il y a de possibilités donc, de financement en investissement et ou de fonctionnement, mais si et seulement si, mais ça a été dit, mais je le redis, si effectivement le temps homme est alloué au projet qui fait l'objet d'une demande d'investissement ou de financement. Je vais laisser quelques minutes peut-être à Léo aussi de compléter par rapport, parce que vous avez quand même une spécificité en tant que Fonds Nature 2050 par rapport au financement que vous pouvez apporter en complément des 20 000 euros. Effectivement, nous, c'est possible si on rentre en discussion du coup avec un porteur de projet, un projet qui a été soumis à cet appel à projet, d'aller un petit peu plus loin que les 20 000 euros. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, si c'est vraiment nécessaire pour faire sortir le projet, c'est envisageable qu'on puisse aller au-delà. Voilà. Merci. Est-ce que quelques fondations souhaitent compléter, Claude? Oui. Bien sûr, la Fondation du patrimoine finance des projets. Moi, on a eu la chance de financer sur Grand Est des projets jusqu'à 100 000 euros. Mais là, ça nécessite effectivement de les porter au niveau national et ça passe devant un jury avec tout un tas de monde. Mais on appuie effectivement les porteurs de projets dans la rédaction, toujours avec les mêmes critères. On parlait effectivement de 3 à 20 000 euros sur ce que j'appelais tout à l'heure des projets de moindre ampleur. Mais vraiment, les très gros projets, on voit bien, c'est des projets 1,5 million, voire 2 millions d'euros, sur lesquels les besoins en financement sont beaucoup plus élevés. Et ça, on a des possibilités de le faire. La Fondation du patrimoine, elle investit entre 1,5 million et 2 millions au niveau France sur les sujets. Par exemple, en Alsace, nous, ces dernières années, on a investi à peu près 500 000 euros sur une dizaine de projets. Donc, on voit bien qu'on est au-dessus des 20 000 euros. Merci, c'est une très bonne nouvelle, je pense, pour l'ensemble des porteurs de projets. C'est vrai que dans le cadre de cet appel à projet, nous avons donné une fourchette qui paraissait être la fourchette la mieux adaptée par rapport au retour que nous avons pu avoir par rapport à l'expérience, sachant qu'aujourd'hui, un ticket moyen, ce qui est ressorti du baromètre régional des entreprises qui font du mécène et qui a été porté par l'ADMICAL et la Confédération nationale des caisses d'épargne, le ticket moyen est de l'ordre de 10 000 euros. Et c'est vrai que depuis peu, on a pu bénéficier avec Nicolas d'une autre présentation où on a vu que les tickets sont montés, peuvent monter jusqu'à
en moyenne, jusqu'à 30 000 euros. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que cet appel à projet a pour objectif de mettre en exergue, de mettre à disposition des projets liés, je le redis, à la biodiversité, eau, climat et forêt, et de mettre à disposition des fondations, des mécènes qui sont prêts à regarder ce type de projet. Je vous propose de rentrer plutôt dans la technicité et au niveau du calendrier. Donc, comme vous le savez, cet appel à projet est lancé depuis le 1er juillet. Vous retrouvez le règlement et le dossier de candidature sur le site de la région Grand Est et sur la plateforme de la biodiversité du Grand Est. Nous avons laissé une foire aux questions. Nous vous avons proposé une foire aux questions du 1er au 31 juillet, donc, où nous avons déjà apporté un certain nombre de réponses. Mais n'hésitez pas, en cas de questionnement complémentaire, il y a une seule adresse qui est donc mécénat@grandest.fr. Et donc, au niveau de cette adresse, c'est l'ensemble des acteurs ici présents qui apporteront une présentation. L'appel à projet est ouvert, donc vous pouvez candidater ou déposer votre projet à cette adresse jusqu'au 30 septembre. Et donc, à partir du 1er octobre jusqu'en novembre, on va effectivement travailler avec l'ensemble des fondations qui sont ici présentes pour regarder et présélectionner les dossiers. Et enfin, c'est donc à partir de novembre qu'un certain nombre de fondations, s'il y a un intérêt, si un projet intéresse une ou plusieurs fondations, les fondations vont revenir vers vous. Et pour donner un peu plus de précision, je propose à Nicolas d'expliquer un peu quelles sont les grandes lignes du Crédit Agricole à partir du moment où vous avez réceptionné un dossier qui vous intéresse. Comment ça se passe? Comment ça se déroule concrètement après l'instruction? Alors là, pour le coup, chaque caisse régionale est totalement autonome dans son process de décision. Pour ma part, un dossier qui est reçu, la première étape, c'est de passer entre mes mains, puisque je suis le garant de l'éligibilité. Pardon, j'ai mon... Oui, on ne t'entend plus. Vas-y. Voilà, mon micro est ouvert. C'est bon. Parfait. Donc effectivement, de passer entre mes mains, puisque je vérifie d'abord avant tout l'éligibilité fiscale. Ensuite, les caisses locales de Crédit Agricole, donc vraiment le premier échelon du mutualisme chez nous, sont au cœur des relations avec les partenaires et donnent un avis sur tous les projets qui sont susceptibles d'être soutenus par une fondation d'entreprise à l'échelle caisse régionale. Donc la première étape, c'est celle-ci. Après, effectivement, il y a un chemin de délégation jusqu'à finalement la présentation à un conseil d'administration, donc composé de 15 personnes, 5 représentants des salariés, 5 administrateurs sociétaires et 5 administrateurs experts externes sur les thématiques traitées. Donc voilà, en fonction du montant, le collège n'est pas forcément le même. Les dossiers, au-delà d'un certain montant, passent forcément en session plénière du conseil d'administration pour être décidés. Merci Nicolas. Est-ce que Isabelle veut apporter des compléments d'information par rapport au Crédit Agricole Nord-Est? Alors effectivement, pour le Crédit Agricole du Nord-Est, on ne vous entend pas. Vous ne m'entendez pas. Est-ce que ça va mieux? Je n'ai pas réussi en fait. Vous m'entendez mieux là? Allez-y. Il faut que je parle plus fort. Voilà, c'est très bien, merci. En même temps, ça va aller vite parce que nous avons la même organisation que Crédit Agricole Alsace-Vosges au niveau du département des Ardennes, de l'Aisne et de la Marne. Donc, effectivement, la première instance qui va regarder les dossiers, ce sont les caisses locales. En même temps, parallèlement à cela, moi, je regarde l'éligibilité et ensuite, nous avons 5 conseils d'administration avec 16 personnes qui réfléchissent sur le projet. Et donc, si nous recevons les dossiers courant octobre, une décision pourrait être donnée fin décembre. C'est-à-dire pour Noël, une réponse pourrait être donnée ou alors en début d'année prochaine. Pour autant, effectivement, il faut que le dossier soit éligible
Et nous restons vraiment dans le domaine de l'investissement et non dans le domaine du fonctionnement, pour revenir à ce que l'on disait tout à l'heure. Et la rédaction d'un imprimé CERFA pour chaque dossier accordé est impérative. La possibilité pour les associations de nous envoyer un imprimé CERFA pour le Crédit Agricole est impérative. Donc ça fait partie d'une cause d'inéligibilité. Donc je tenais à le préciser par rapport à ce que l'on s'est dit en début de réunion. Voilà, pour autant, effectivement, il faut que nos dossiers arrivent à chaque fondation du Crédit Agricole, car il peut y avoir quelques différences entre chaque caisse régionale du Crédit Agricole. Mais chaque dossier sera analysé. Et si nous sommes sur de l'investissement dans du matériel pérenne ou dans, par exemple, nous avons soutenu l'ONF dans le cadre de la reforestation dans les Ardennes des forêts qui étaient attaquées par le scolyte. Donc, effectivement, ce sont des dossiers qui peuvent être pris en charge à partir du moment où il y a de l'investissement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Merci. Des compléments d'information après l'intervention de Nicolas, mais l'objectif est vraiment de recevoir les dossiers et de les analyser un par un. Merci Isabelle. Le son n'était pas optimal, mais en résumé, vous regardez tous les projets d'investissement, effectivement, en lien avec ce que Nicolas vient d'exposer par rapport à la philosophie, et que potentiellement, pour des projets qui arrivent au mois d'octobre, potentiellement, il peut y avoir une première décision fin décembre, début janvier, et que pour vous, il y a besoin d'avoir néanmoins d'un document, vous avez appelé, je crois, le CERFA, qui est nécessaire à intégrer dans le dossier. Merci pour ces explications. Virginie, c'est à vous. Alors, nous, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que le dossier, il faut remplir un formulaire qui est disponible sur le site de la Fondation Biotope, autant pour le mécénat que pour un don financier, un soutien financier. Moi, j'instruis les dossiers, je peux demander de compléter, on peut échanger pour que le dossier soit complet. Et ensuite, le dossier est présenté au conseil d'administration de la Fondation, qui est composé de 11 administrateurs. On n'a pas de date de réunion précise. Cette consultation, elle se fait à distance, donc il n'y a pas ça peut se faire à n'importe quel moment. Et il faut considérer environ un mois et demi entre le moment où je dis le dossier, c'est bon, je le transmets au conseil d'administration et le moment où le conseil d'administration prend sa décision. Et une petite précision par rapport au mécénat de compétences, là j'ai besoin de 2 validations. Il faut le conseil d'administration de la Fondation, sur le même principe que ce que je viens de détailler, et j'ai besoin aussi, bien sûr, de le faire valider aussi par le bureau d'études Biotope et l'agence qui mettra à disposition un salarié. Vous pouvez peut-être préciser où sont localisées les agences en Grand Est ? Oui, j'y suis jamais allée. Il y en a une à Nancy, une à Strasbourg. Mais bon, voilà. Après, avec l'informatique, voilà, on peut aussi faire intervenir des salariés qui ne sont pas forcément localisés dans ces agences, mais qui sont proches de la région. Enfin, il y a pas de... voilà. Merci Virginie pour les précisions. Claude, pour Fondation du patrimoine, comment ça se passe à partir du moment où vous avez sélectionné un dossier et que vous savez, vous souhaitez accompagner ce projet? Déjà, je rappelle qu'on est 3 délégations sur Champagne-Ardenne, donc chacun avec ses pratiques des fois un peu différentes. Donc simplement, en dehors de ce qui remonte, je veux dire, au niveau national, sur nos sites, nous avons ce qu'on appelle des guides projets qui vont définir effectivement les attendus et la notion d'éligibilité des projets. Nous, à notre niveau, à partir du moment où il y aura un projet qui aura été sélectionné, je parle cette fois par rapport à l'organisation qu'on a spécifiquement en Alsace, effectivement, ce projet, il sera proposé à des mécènes que l'on connaît. Et en fonction de cela, le but premier, c'est effectivement de remplir un 2 pages, c'est très simple, que je fournis effectivement aux porteurs de projet.
Et après, c'est à la maille, je dirais, de notre délégation, donc on décidera de donner suite ou pas, quoi. Voilà. Donc, on a des réunions tous les mois, donc on est capable de discuter, d'échanger entre ces réunions, et ça va assez vite à partir du moment où on cherche un financement autour de 10 000 euros, comme tu l'as dit tout à l'heure. Merci Claude. Dobrila. Oui, alors nous, c'est le même principe en fait. Nous sommes une banque coopérative. Nous avons donc 12 sociétés locales d'épargne composées d'administrateurs. Parmi ces administrateurs, en fait, on a un référent que l'on nomme un comité de sélection. Nous avons 2 comités de sélection par an, un en juin, un en décembre. La date limite de dépôt des dossiers pour le comité du mois de juin est le 1er avril et la date limite de dépôt des dossiers pour le comité de décembre est le 1er octobre. Donc moi, je travaille avec une collaboratrice qui se charge en fait de recevoir, donc pareil, hein, quelques 2-3 pages en fait pour le dossier d'instruction. Donc la structure vient remplir toutes les données dont on a besoin. Donc information de la structure, l'objet social, enfin voilà, le nom du président et puis toute la partie financière également. Et puis, elle va donc vérifier l'éligibilité du projet par rapport aux axes dont je vous ai parlé en début de webinaire et derrière, analyser le dossier. Voilà. Et une fois que elle a analysé le dossier et qu'il est OK, on va le présenter à ce comité de sélection. Donc composé, alors je vous avais dit société locale d'épargne, mais comme on a en fait des grands territoires sur tout le Grand Est, on est Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, nous avons 14 personnes qui composent ce comité, donc qui vont décider du montant alloué et également si le projet, enfin ce comité est souverain, quoi. Donc, et si le projet va passer ou pas. Merci Dobrila. Et Léo, pour terminer. Oui, alors nous, si les projets que vous soumettez répondent à nos critères d'éligibilité, donc encore une fois, qui sont très bien décrits sur le site de CDC de l'université. Nous, on fait la sélection en interne avec l'équipe pour voir par rapport aussi à nos moyens si c'est prioritaire pour nous. Et ensuite, on fait passer ces projets systématiquement devant notre comité de pilotage, qui se regroupe 4 fois par an. Et là, nous, on pitch en fait le projet auprès des membres de notre comité. Et dans ce comité-là, on retrouve des institutions reconnues en matière de protection de l'environnement, comme le Muséum d'histoire naturelle ou la LPO, par exemple. Et c'est vraiment eux qui décident si oui ou non le projet peut intégrer le programme Nature 2050. Et à partir de là, lorsque le projet a été validé par le comité de pilotage, on fait une convention avec vous, qui inclut notamment une démarche de suivi pour laquelle vous aurez quelques obligations en tant que porteur de projet. Et à partir du moment où la convention est signée, on peut commencer à verser une partie des financements et la totalité du soutien financier sera acquise par le porteur de projet lorsque les travaux seront terminés. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Merci Léo, merci à tout le monde pour les précisions. Je rappelle qu'il y a déjà un dossier de candidature sur le site de la région. Ce dossier de candidature permettra effectivement d'apporter toutes les informations que les fondations en règle générale demandent dans le cadre de leur propre process. Donc, lorsque vous aurez complété déjà ce dossier d'études, ce dossier de candidature, vous aurez déjà apporté un maximum d'informations. Je vous propose de revoir les questions. Donc, je me permettrai de répondre à cette première question qui est combien de projets seront soutenus ? Je dirais qu'on n'a pas de minimum ni de maximum. C'est selon les projets que les fondations vont effectivement avoir l'occasion de regarder et de consulter. Donc, aujourd'hui, on ne met pas de maximum ni de minimum. C'est selon les projets et selon effectivement après les échanges entre les fondations vers les porteurs de projets. Une autre question, je laisserai les fondations répondre. Y a-t-il un taux maximum de cofinancement des projets par le mécénat dans le cadre de cet appel à projet ? Léo, si tu veux commencer ? Oui, alors je ne sais pas, je n'ai pas non plus envie de trop dévoiler les montants qui étaient annoncés, entre 30 000 et 20 000, mais nous, en tout cas, le programme Nature 2050, via le fonds Nature 2050, on va à grand maximum pour des gros projets, jusqu'à 200 000 euros par projet, mais c'est le maximum. Et en termes de pourcentage,
Lorsqu'il y a un cofinancement, vous n'allez pas au-delà de quel pourcentage? Et ben en fait, non, voilà, donc on n'est pas une institution publique, on ne fonctionne pas en termes de pourcentage. C'est juste que théoriquement, du coup, on n'est vraiment pas dans ce système-là. C'est plutôt une question de plancher et plafond par rapport à nos financements. Donc, on ne peut pas vraiment répondre à ça, même si théoriquement, on a un petit peu envie d'aller au-delà des 80% de subventions publiques, qui est un petit peu la limite, et de se dire que nous, on peut rentrer d'une certaine manière dans les 20% qui manquent et soulager un petit peu des porteurs de projets. C'est un peu l'idée théorique, mais on ne rentre pas dans des pourcentages. Merci pour les précisions. Est-ce que quelqu'un veut apporter une autre réponse, Nicolas? Alors, en termes de pourcentage, pour du mécénat de projet, ça ne me pose aucun problème, le cas échéant, de couvrir ça peut arriver la totalité du besoin. Pour du mécénat de projet uniquement, ça sert à impulser quelque chose, donc pourquoi pas. Par contre, pour du mécénat de fonctionnement, là, je suis beaucoup plus prudent dans le sens où je veille à surtout ne pas créer de situation de dépendance par rapport à ma structure mécène. Voilà, pour moi, c'est important, effectivement, et on est là pour accompagner. Mais il faut aussi que les projets puissent compter sur une diversité de ressources. Je me permets juste de me saisir d'une question que j'ai vue passer parce qu'elle est adressée précisément au Crédit Agricole, même si je crois qu'elle s'adresse également à la Caisse d'épargne. Faut-il être client ou pas client pour le Crédit Agricole? Je pense parler au nom de nous trois bancaires autour de la table. Le mécénat est un acte philanthropique qui fait totalement fi de la notion de clientélisme. Merci Nicolas pour les précisions. Une association d'éducation populaire est-elle éligible à cet appel à projet? Moi, je voulais revenir simplement sur ce qu'on disait préalablement. Simplement, il y a quand même des règles financières qui existent. En fonction qu'on soit association, collectivité, etc., il y a la notion qu'on ne peut pas être subventionné à plus de 80%, je dirais. Donc, il y a un certain nombre de points qui sont vérifiés. Et nous, on cadre effectivement les fonds qu'on apporte, qui sont également considérés comme des... En fonction qu'on est association ou qu'on soit commune, etc., qui entrent dans les 80% ou pas. Donc, il faut qu'on soit très vigilant là-dessus aussi. Merci Claude. Pour compléter, parce qu'effectivement, je disais que pour du mécénat de projet, ça ne me dérangeait pas de couvrir la totalité du besoin. Je demande néanmoins toujours quel est le budget de fonctionnement annuel. Donc, si vous avez un budget de fonctionnement annuel qui est de 1 000 € et que vous avez un projet de 200 000 et que vous cherchez à couvrir entièrement le besoin, ça n'est pas cohérent. Voilà, donc effectivement, la notion des 80%, la notion de dépendance, elle est générale et elle s'évalue sur un ensemble d'éléments économiques, pas juste le budget à l'instant T, mais tout un tas d'éléments et de documents qui vous sont demandés au moment de la candidature. Merci Nicolas pour les précisions. Je pense que c'est important effectivement de le signaler. Une question à l'ensemble des fondations. Est-ce qu'un projet peut bénéficier, je vais utiliser le terme de cofinancement, c'est-à-dire est-ce que 2 fondations ou 3 fondations peuvent intervenir sur ce même projet? Est-ce que c'est possible? Pour la Fondation du patrimoine, apporter la réponse. C'est comme vous voulez. Oui, c'est possible, rien ne l'interdit. Puisque effectivement, nous sommes tous souverains dans nos décisions. Au final, effectivement, la région recense et nous permet d'être mis en relation entre vous, les porteurs de projets, et nous, les entités mécènes. Donc, effectivement, oui, à tout moment, ça peut arriver que votre dossier retienne l'attention de plusieurs partenaires. C'est quelque chose qui n'est pas exclu par le règlement. Je confirme, merci Nicolas. Claude, vous vouliez apporter un complément? Oui, c'est déjà le complément. Je rejoins totalement ce que dit Nicolas. De toute façon, on a l'habitude de travailler ensemble également. La preuve sur d'autres projets. Et donc, c'est la même chose avec d'autres financeurs, que ce soit des banques, des assurances, d'autres mécènes, avec qui viennent financer également les projets sur lesquels on est, quoi. Donc ça, c'est pas incompatible du tout. Merci. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, je propose
à l'ensemble donc des intervenants, donc en commençant peut-être par Léo. Est-ce que vous avez une belle histoire ou un souvenir marquant à partager? J'avais pas de temps de réfléchir à la question, mais en fait, c'est l'avantage, c'est que vu qu'on nous, on soutient déjà plus de 100 projets en France, c'est 104, on soutient en 2024. Et donc, en fait, c'est vrai que chaque projet est en soi une belle histoire, puisque à chaque fois, on est toujours en cofinancement, c'est toujours une dynamique territoriale assez importante où on se regroupe avec d'autres cofinanceurs pour faire aboutir des projets. Donc, voilà, j'ai pas forcément une idée en tête. En tout cas, si c'est pour avoir un mot de la fin, surtout, n'hésitez pas à postuler. Encore une fois, là, nous, c'est déjà plus de 100 projets qui sont soutenus, donc on a l'habitude de le faire et on sait qu'on continuera au mieux si les projets répondent bien à nos critères d'éligibilité pour que ces projets voient le jour. Et c'est le plus important in fine. Merci. Claude, est-ce que vous avez une belle histoire à raconter? Vous nous en avez déjà raconté, mais est-ce que vous en avez encore d'autres ou un souvenir marquant à partager? Oui, ben, moi je voudrais parler de ce que j'ai vécu pas très loin d'ici, à Guebwiller, quand on a voulu faire un écuroduc entre les deux parcs de la Marseillaise et du Neuillembourg. On avait des écureuils qui passaient mais qui se faisaient écraser parce qu'il y avait une route entre les deux. Et effectivement, vous savez que la Fondation du patrimoine est basée aussi sur tout ce qui appelle à dons, la souscription populaire. Et c'est vrai qu'on avait à peu près un budget, on cherchait un budget de 20 000 euros. On a été chercher des mécènes à proximité, on a fait de la souscription. En moins de 15 jours, on avait atteint le montant qu'on s'était fixé. Et on a pu faire beaucoup plus de travaux, parce que les petits écureuils, ben, ça attire beaucoup. Il y avait un projet pédagogique derrière, et c'était vraiment très mignon, très sympa. Et c'est également de la biodiversité, c'est également des espèces animales qu'il faut qu'on préserve. Et c'est vraiment une belle histoire. Et maintenant, les enfants, ils nourrissent les écureuils régulièrement, et c'est très sympathique. Merci. Est-ce que, Nicolas, tu as une belle histoire ou un souvenir marquant? J'en ai toujours. Je vais vous raconter de l'histoire d'une caisse locale qui détecte, donc vraiment encore une fois au plus près du territoire, qui détecte un projet en fait d'une association qui vient en aide à des jeunes qui ont pu avoir des accidents de parcours, qui décide de soutenir à son niveau. Une caisse locale effectivement peut également soutenir plus sur des montants plus humbles, mais effectivement pour soutenir la vie associative locale. Et me sollicite, me recommande le dossier pour une participation supplémentaire de notre fondation d'entreprise régionale. Le dossier est instruit, fonctionne bien. Moi, je lui trouve énormément de qualité. Et dans l'instruction, je remarque qu'en plus, il y a cette association, elle a 3 antennes, une sur mon territoire et 2 sur le territoire d'une caisse régionale voisine. J'ai donc appelé mon homologue de la caisse régionale voisine pour lui proposer le dossier. Et il l'a fait aussi, donc on l'a cofinancé en interrégional. Et en fait, on a trouvé le dossier tellement bien qu'on l'a ensemble co-recommandé à l'échelle nationale à la fondation, une autre fondation nationale du Crédit Agricole qui s'appelle Solidarité et Développement, et qui a aussi trouvé que le projet était bien et qui a encore une fois abondé en fait voilà pour simplement le développement de cette association. Et donc voilà comment tout est parti à l'échelle la plus locale grâce à un administrateur du Crédit Agricole qui a fait une détection sur son territoire, un projet qui a suivi toutes les étapes et qui a fonctionné avec brio de caisse régionale jusqu'au niveau national. Vraiment, bravo. Vous allez donner envie à un certain nombre d'associations d'avoir un souvenir, une histoire identique. Donc, merci Nicolas. Est-ce qu'une autre fondation souhaite partager une belle histoire ou un souvenir marquant? Dobrila, est-ce que tu veux raconter une histoire ou sinon je passe à l'autre question, il n'y a pas de sujet. Toutes les histoires sont belles, comme je dirais presque la chanson. Alors nous, on a financé plus de 50 dossiers l'année dernière par rapport aux axes dont je parlais tout à l'heure. On est sur vraiment voilà, tout ce qui est en lien avec la solidarité, l'innovation sociale et la lutte contre toute
forme d'exclusion, donc des histoires, on en a énormément, mais plus particulièrement, on va dire, sur le sujet qui nous intéresse, comme je l'expliquais en fait tout à l'heure, nous, on s'est lancé que très récemment sur les sujets en lien avec l'environnement, la biodiversité, et on a pu accompagner l'année dernière en fait une structure, une association qui permet à des jeunes qui sont dans les quartiers prioritaires en fait de s'intéresser un peu au milieu scientifique. L'idée, c'était de les doter de capteurs afin qu'ils aillent repérer dans la ville de Haguenau les îlots de chaleur, parce qu'en fait, au vu du changement climatique, on se retrouve parfois à vivre en fait sous les toits, sous les combles, et puis il y a beaucoup de personnes âgées qui ne peuvent pas trop se déplacer. L'idée, c'était vraiment voilà d'aller repérer ces îlots de chaleur. Donc non seulement ça a permis, en fait, c'est une étude qui était demandée par cette association et qui était à destination de la ville de Haguenau. Et l'idée, c'était vraiment de mettre en relation en fait ces jeunes issus de quartiers prioritaires pour l'égalité des chances, et surtout qu'ils puissent s'intéresser au monde, on va dire scientifique, et puis de permettre potentiellement à des personnes âgées de pouvoir derrière déménager et être en sécurité pour plus tard. Voilà. Merci à toi. Je me permets juste une dernière question qui vient d'être posée. Est-ce que plusieurs projets d'une même association ont la possibilité d'être soutenus? Là, je crois que la réponse se trouve dans le règlement. Ouais. Donc, effectivement, je vous invite à regarder bien les spécificités et je me permets, notre collègue Clara Talieu a transmis le lien pour avoir toute la documentation, donc le règlement avec effectivement les spécificités de chaque fondation en annexe. Puis, vous avez aussi le dossier de candidature qui recense l'ensemble des éléments d'information que les fondations souhaitent avoir pour pouvoir avoir un premier regard et étudier les dossiers. Pour terminer… Peut-être pour être tout à fait précis, le règlement dit une seule candidature par association. C'est vrai, qu'en est-il si cette association a plusieurs projets? J'en reviens peut-être à une réponse que j'ai faite tout à l'heure. Effectivement, c'est pas à nous de choisir le projet que vous voulez nous présenter. Soyez clairs et concis dans vos candidatures. Choisissez le projet qui pour vous est le plus important et proposez-le nous. Si effectivement si celui-ci ne fonctionne pas, on aura d'autres occasions. On n'est pas dans des tours d'ivoire, on peut nous trouver, on est tous, je pense, exposés et il est facile de pouvoir s'adresser directement à nos entités le cas échéant. Merci Nicolas pour les précisions. Avant de passer le micro à Monsieur François Werner qui nous écoute et qui est le vice-président en transition écologique et énergétique, à l'ensemble des fondations, je vous propose de donner un dernier petit message en donnant 3 mots. Un message pour les personnes qui nous écoutent en 3 mots. On va commencer par Léo. Ouais, vraiment, en 3 mots, c'est vraiment n'hésitez pas à candidater. Moi, je pense que c'est le plus important. Et voilà. Merci. Dobrila. Sentez-vous libre de candidater. Claude. Et le micro. Oui, ça devait arriver. C'est pas grave. Je dirais la même chose. On compte sur vos projets pour faire avancer le patrimoine naturel, la transmission du patrimoine. Merci. Virginie. Moi, je dirais connaissance naturaliste, puisque c'est pour bien focaliser sur quoi nous, on est la Fondation Biotope, et voilà, avec tous les passionnés de biodiversité qui n'hésitent pas à proposer des projets. Et Nicolas. Je dirais cohérent, concret et au cœur du sujet. C'est ça, effectivement. Bon. Les 3 C. Merci. Moi, je dirais tout au long donc, de ce webinaire d'1h30,
J'ai entendu beaucoup de souplesse, d'agilité, d'écoute et vraiment d'encouragement. Donc, si j'ai un message à apporter aux porteurs de projets, allez-y. N'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez bien vu, toutes les fondations sont ouvertes à échanger en amont pour justement vous permettre d'avoir un maximum de succès ou de réaliser que peut-être cet appel à projet n'est pas fait directement par rapport à votre projet et donc de ne pas perdre de temps non plus pour vous. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a de la disponibilité et vraiment l'envie d'aider, de soutenir des projets en lien avec la biodiversité, l'eau, climat et les forêts. Et une fois que j'ai dit ça, je propose à Monsieur Werner de monter sur scène et de nous rejoindre pour les mots de conclusion. Oui, bonjour à toutes et tous. Je crois que je vais être un petit peu plus de 3 mots, mais pas tellement plus, parce que je crois que le moment de speed dating qu'on vient de vivre est, je pense, très, très illustratif de ce qu'on a souhaité faire autour de Carole Horry à la région. C'est faire deux choses. J'espère que ça permet de faire 2 choses. Gagner du temps et gagner en équité, en égalité et en richesse de projet. Gagner du temps, d'abord, et je tiens évidemment en tout premier lieu à les remercier pour nos responsables des différentes fondations. Je pense que on leur donne l'occasion d'une mise en cohérence qui, je l'espère, est productive. Je pense que s'ils nous rejoignent, c'est aussi pour ça, pour trouver de beaux projets. Et de l'autre côté, c'est gagner du temps pour les porteurs de projets qui souvent se disent « mais bon, j'y arriverai pas, je suis trop petit, c'est trop loin, il y a plein de monde à voir, personne ne voudra m'écouter ». Je pense que c'est vraiment cette mise en relation et c'est ce à quoi on sert, je pense, nous, à la région, c'est à rassurer chacun sur la pertinence des projets, la sélection des meilleurs projets. C'est aussi avoir un effet de masse et de levier, effectivement, avec des moyens qui sont quand même importants. Et puis, évidemment, tout ça en ne perdant pas de vue l'objectif final, qui est que la qualité environnementale et la biodiversité sur notre territoire continuent de progresser. On sait que l'argent public est rare. Sachons mobiliser aussi les moyens privés qui nous sont aujourd'hui offerts. Et donc, moi, je me réjouis de la participation et de l'interaction que j'ai entendue depuis que j'ai pu me connecter, parce que je pense que tout ça va vous permettre d'aller vite et fort et au plus près. Donc, effectivement, je m'associe au 3C, au fait de se sentir libre et au fait de ne pas hésiter. Voilà, c'est le moment, je pense, et avec une taille de projet qui est faite pour des structures, pour toutes les structures, mais notamment aussi pour les plus petites. Je pense que c'est aussi ça qui est important. Donc, merci à nos mécènes, parce que sans vous, on n'aurait jamais pu lancer ça. Merci à Carole pour ce travail de catalyseur que nous essayons de développer. Et puis, je pense que pour quelques-uns d'entre vous, il y aura des vacances un tout petit peu studieuses, mais voilà, ce sera pour le meilleur. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Werner. Donc, il est 15h33. Donc, on a tenu le timing. Je tiens vraiment aussi, au nom de toutes les fondations, je pense ici présentes, de remercier à l'ensemble des personnes qui sont connectées. Et donc, vous aurez compris, on est à votre disposition pour répondre à toutes questions. Donc, une adresse, c'est mécénat@grandest.fr. Si vous souhaitez avoir une visibilité sur le règlement et le dossier de candidature, c'est sur le site de la région ou sur la plateforme de la biodiversité du Grand Est. Donc, nous sommes là, effectivement, cet été, peut-être un peu de travail, mais c'était avec grand plaisir. Et puis, moi, je vous dis à très vite, à très bientôt, certainement un nouveau webinaire à la rentrée pour compléter les informations au besoin. Donc, nous, Fondation, qui sommes autour du micro,
On réitère les remerciements. Je remercie effectivement aussi tous les partenaires et M. Werner. Je remercie Clara, qui, je t'invite à venir à monter sur scène aussi, parce que c'est grâce à toi que ce webinaire s'est passé sans problème. Donc, merci à Clara, qui est à la régie, mais qui est importante aussi. Donc, voilà, je mets une fin à ce webinaire. Vous retrouverez le replay d'ici lundi sur le site de la région et de la plateforme de la biodiversité du Grand Est. Merci beaucoup, un bel été, je dirais à vos dossiers, et puis on se retrouve très très vite. Merci, au revoir. Merci, au revoir.